Alors, comme Patrick vous l'avait expliqué, il y a le PS, qui est un premier accélérateur qu'on a construit dans les années 50, fin des années 50. Les particules sont ensuite envoyées dans le SPS, construit dans les années 70. Ça va durer quelques minutes là-dedans. Et ensuite, les faisceaux vont être séparés en deux. Un faisceau qui va aller dans le sens anti-horaire et un faisceau qui va aller dans le sens horaire dans le LHC. Donc, dans le LHC, il y a deux faisceaux. Alors, le LHC il réutilise un tunnel creusé dans les années 80 pour l'accélérateur précédent qui s'appelait le LEP. Le LEP, c'est le Large Electron Positron Collider. Donc, il accélérait des électrons dans un sens et des anti-électrons, positrons, dans l'autre sens. C'est des particules qui sont 1500 fois moins massives que les protons qu'on accélère dans le LHC. Donc dans les années 2000, on a arrêté le LEP, on a vidé le tunnel et on l'a remplacé par une nouvelle machine pour accélérer des protons, puis des protons et des neutrons de temps à autre. Donc des particules beaucoup plus massives. Et le gros problème, c'est que pour les faire garder dans un cercle, il faut utiliser des aimants de plus en plus puissants. C'est pour ça qu'on a dû remplacer la machine. Par contre, le tunnel, on n'avait pas le choix, pour des raisons financières évidentes, on a dû réutiliser le même tunnel. Alors, ici, on va voir les différents éléments qui sont utilisés dans un accélérateur. Il y en a trois. Il y a deux types d'aimants et il y a des cavités accélératrices. Les aimants, ils vont nous permettre de conserver le faisceau dans le cercle et de l'avoir très concentré. Et les cavités accélératrices, c'est elles qui vont donner l'accélération. Alors, est-ce que vous savez où on accélère les particules sur ce cercle? Vous avez une idée? Sur toute la longueur, une fois tous les 10 mètres? Aucune idée? Juste ici. Ah bon? Il faut vous imaginer qu'une particule, c'est un peu comme une petite bille qui serait au bout d'une ficelle qui fait des cercles devant vous. Si vous voulez qu'elle aille plus vite, vous n'allez probablement pas la pousser avec votre main tout le long. Ça ne va pas être très efficace. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre qu'elle soit devant vous et vous allez faire ça. Chaque fois qu'elle passe, vous allez faire ça. Et en fait, vous nous donnez une accélération qu'à un seul endroit sur tout le cercle. Et tout le reste de l'accélérateur, en fait, n'accélère pas, il court. Et ce sont ces aimants dipôles qui vont courber les faisceaux et aimants quadrupôles qui vont comprimer les faisceaux. Et donc, on va voir ici tous ces éléments, aimants dipôles, aimants quadrupôles, cavité accélératrice. Ça, c'est trois composants fondamentaux d'un accélérateur que vous trouvez dans tous les accélérateurs circulaires depuis que ça existe. OK. Dernière chose que je vais quand même vous montrer là-dessus. Il y a un point ici avec deux tunnels tangents. C'est ce qu'on appelle le beam dump. C'est l'éjection de faisceaux. Il se fait que la machine, on la remplit régulièrement, on accélère, on fait des collisions le plus longtemps possible. Mais à un moment, la qualité des faisceaux se dégrade. Et donc, on vide la machine. On re-remplit la machine. C'est un cycle ininterrompu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de remplir, accélérer, collisionner, vider. Remplir, accélérer, collisionner, vider. Le problème, c'est que la partie du milieu, collision, elle peut durer 10 heures, elle peut durer 5 minutes, elle peut durer une demi-heure, pour des raisons que je vais vous expliquer dans un instant. Donc ce cycle n'est pas très régulier, mais vous verrez toujours ce cycle. Remplir, accélérer, collisionner, vider. Et vider, ça se fait là, dans un tunnel et dans l'autre. Alors on a au bout de ces tunnels du graphite qui permet d'absorber l'énergie du faisceau sans être endommagé. Donc c'est pour ça que ça se fait là. Alors vous avez vu qu'on a été très équitable. On a la moitié des déchets en France, la moitié en Suisse. On a un accélérateur, bien évidemment. Alors, on accélère des particules. Comment est-ce qu'on accélère des particules? Avec des champs électriques. Champ électrique égale accélération, champ magnétique égale direction. C'est ce qui vous permet de diriger vos particules. Alors le principe de l'accélération, il est relativement simple. On ne peut accélérer que des particules chargées. Un plan comme ma main, c'est plutôt une onde. Et donc la particule chargée, elle va être poussée par l'onde, un petit peu comme un surfeur au sommet d'une vague. C'est pour ça d'ailleurs que quand on remplit le LHC, on ne remplit pas un flux continu de protons, on fait des paquets de protons, des vagues. Alors un bunch, un paquet, ça fait 5-6 cm de long, c'est plus fin qu'un cheveu. Et dans un bunch, il y a environ 100 milliards de protons. Et il y en a un tous les 5-6 mètres. Si on envoyait un flux continu de protons, à cause de cette oscillation électrique, ça va finir par créer des paquets, parce que les protons qui sont dans le creux de la vague, ils seraient ralentis. Et ceux avant qui sont attirés, ils sont poussés, ça créerait des paquets automatiquement. Mais c'est beaucoup plus efficace en termes d'ingénierie, déjà rentrer les paquets préformés, et les avoir poussés par cette vague. Alors ces champs électriques sont formés dans des cavités de radiofréquences comme celle-ci. C'est là-dedans qu'on va pouvoir générer une oscillation électrique. Ah,
Alors, juste avant qu'on aille plus loin, parce que c'est pas tous les jours qu'il y en a un dans cet état-là, mais ici on a des bandes test où on teste les différents aimants. Les aimants bleus, c'est les dipôles, et les aimants gris qui courent, ce sont les quadrupôles. Et vous voyez que le quadrupôle qui est là, si vous arrivez à lire les chiffres, température 1,9 degrés Kelvin, c'est la température nominale des aimants du LHC, c'est moins 271 degrés centigrades, c'est 1 degré plus froid que dans l'univers, donc c'est très froid. Si vous cherchez un endroit cool pour travailler, venez au CERN, c'est très cool, c'est anglais du terme. Donc celui-là est à 1,9 degrés Kelvin actuellement. Alors, les aimants, ils doivent délivrer une certaine puissance magnétique. Quelle est-elle? En fait, on peut le calculer relativement facilement. Le tunnel, 27 km de circonférence, c'était donné. On n'avait pas le choix pour le LHC. On sait qu'on veut accélérer des faisceaux de protons à 99,1% de la vitesse de la lumière, que ces paquets sont composés de 2808 paquets ces faisceaux, de 2808 paquets de 100 milliards de protons. Donc on peut avoir l'énergie qu'il y a dans un faisceau. Alors, dans un faisceau, il y a l'énergie d'un TGV. Alors imaginez maintenant que ce TGV aille tout droit, parce que c'est ce qu'il va vouloir faire naturellement. Donc vous avez les aimants s'arrêtent de fonctionner sur 300-400 mètres. Que va-t-il se passer? Vous s'approchez dangereusement du bord du tuyau et il va passer à travers tout. Parce qu'il y a tellement d'énergie dans ce faisceau qu'il va juste percer le LHC. Donc il est important de pouvoir le courber, de le garder bien au centre du tuyau à vide, sans le toucher. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un TGV lancé à pleine vitesse en pleine campagne et que vous voulez faire un cercle de 27 km de circonférence sans le toucher? Vous utilisez des aimants, des gros aimants. Alors oui, on relève le virage, mais ça c'est le champ magnétique. C'est une très belle analogie. Alors, on peut calculer ça facilement, il suffit de prendre une calculette, et vous arrivez qu'il faut délivrer un champ magnétique de 8 à 9 Tesla. C'est 400 000 fois le champ magnétique terrestre. Comment est-ce qu'on fait ça? Pas avec des magnets qu'on a sur le frigo, ça c'est clair, mais avec des électroaimants. Donc on va avoir, vous avez les deux tubes à vide là sur l'image du haut à droite. Vous avez de part et d'autre des petits trucs dorés, là comme ça, un peu dorés. En fait ce sont des câbles comme celui-ci. Et ces câbles sont composés de 36 brins. Moi ici sur le mien on le voit un peu mieux, 36 brins comme celui-ci. Et chaque brin ici est composé de 6500 filaments, avec du cuivre en plus. Alors, pour obtenir 8 Tesla, c'est pas compliqué, dans chacun de ces câbles, il faut faire passer 11 000 ampères. Si je fais ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça fond. Donc on doit utiliser des matériaux supraconducteurs, et on utilise des filaments de nobium titane. 6500 filaments de nobium titane, qui, quand ils sont refroidis à 1,9 degré Kelvin, ne sont plus résistants. Et donc toute l'électricité que vous mettez dedans est transformée en champ magnétique. Mais bon, voilà un peu à quoi ça ressemble. Si on avait utilisé des câbles conducteurs pour 11 000 ampères, il aurait fallu utiliser un câble comme celui-ci. C'est un petit peu lourd. C'est pas mal. Hein. Ça, c'est le genre de câble que vous avez dans les lignes haute tension. Et ça peut tenir 11 000 ampères. Ou alors un câble comme ça. C'est un câble. Ça n'a pas l'air, mais c'est un câble. Résistif. L'ennui, c'est que si vous mettez à remplacer chaque câble comme ça par un comme ça, d'abord on a un problème de place, ça n'entrera pas dans le tunnel. Et deuxièmement, 70% de l'électricité que vous mettez dedans est perdue en chauffant le tunnel. C'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le choix avec le LHC, il faut le supraconducteur. Avec le LEP précédent, on avait des aimants chauds, parce que vu que c'était des aimants, c'était le même cercle, et les particules sont 1500 fois moins massives, et il y en avait moins aussi. On devait délivrer un champ magnétique moins intense, et là, les aimants chauds avaient pas qualité de l'eau. Ici, on a une maquette de l'intérieur d'un dipôle. Bleu dipôle, gris quadrupôle. À l'intérieur de ce dipôle, vous avez ce qu'on appelle la masse froide. C'est tout ça qu'on va refroidir à 1,9 degré Kelvin. C'est pas juste ici autour des câbles. Donc imaginez quelque chose de cette section-là, sur 27 km de circonférence, ça fait quand même un gros volume à refroidir. C'est pas gratuit. Alors comment est-ce qu'on refroidit ça? À l'intérieur, on a un réseau de tuyaux, si vous voulez. On va injecter de l'azote liquide. L'azote liquide, c'est bien. C'est pas cher, c'est facile à produire, on en trouve facilement. Le gros problème de l'azote, c'est qu'à 80 degrés Kelvin, il gèle. Au bout du jeu, il ne doit pas avoir des cubes de glace à l'intérieur, parce que c'est pas très facile de passer d'un aimant à l'autre. Donc, un peu avant qu'on arrive à 80 degrés Kelvin, on va retirer l'azote et on va remplacer par de l'hélium superfluide. Alors l'hélium, par contre, c'est très cher, c'est très rare, on ne peut pas en produire artificiellement.
on ne dépend que des réserves naturelles qui sont emprisonnées sous la croûte terrestre. Si vous avez quelques dizaines de litres d'hélium dans une expérience scientifique, c'est déjà que vous avez du budget, que vous êtes relativement bien placé. Ici, on a 1 million de litres d'hélium. On a 5% de la production mondiale d'hélium dans cette machine. C'est le frigo le plus grand, le plus cher qu'on est capable de faire. L'hélium superfluide aussi, c'est le seul matériau qui reste liquide et superfluide à 1,9 degré Kelvin. Donc on n'a pas le choix. Cet hélium, pourquoi il doit être superfluide? Parce qu'il doit pouvoir se communiquer d'un aimant à l'autre très rapidement. Chaque aimant n'est pas branché sur le système cryogénique. C'est une fois tous les X kilomètres qu'on branche l'hélium et il faut donc qu'on l'envoie à plusieurs kilomètres de distance. Alors ceci est extrêmement froid, donc ça pourrait être dangereux pour nous. Donc autour, on a un vide d'isolation. Un vide d'isolation qu'on obtient avec des pompes turbomoléculaires. On extrait l'air, on arrive à un vide de 10 exposant moins 6 atmosphères, un millionième d'atmosphère, c'est un bon vide. Si on laissait les monstres réchauffer naturellement, avec le vide là, ils ne gagneraient qu'un demi-degré par jour. C'est assez efficace. Quand l'aimant est à 1,9 degré Kelvin, vous pouvez mettre la main dessus. Vous sentez juste le froid du métal, mais rien. Alors maintenant, on a mis l'aimant sur froid, donc on peut mettre l'électricité dans les câbles ici, et on va générer donc le champ magnétique. On a un schéma ici qui nous montre un peu les flux magnétiques, sachant que le champ magnétique de ce tuyau-là doit être opposé au champ magnétique de celui-là. Pourquoi? Parce que nous avons dans les deux tuyaux des protons, charge électrique positive, mais certains vont dans ce sens-là, et les autres vont dans ce sens-là. Avec le LEP, vous aviez des électrons et des anti-électrons, le même champ magnétique courbait dans les deux sens, de flux avec des charges électriques différentes. Là-dedans, on doit également faire le vide, parce qu'on ne veut pas que le proton rencontre... Vous n'organisez pas une course de voiture dans un tunnel où il y a un parking. C'est le même principe, il faut éliminer toute la matière qu'il y a là-dedans. La pompe turbomoléculaire, on arrive à 10-6 atmosphères, mais 10-6 atmosphères, c'est largement pas suffisant, il reste beaucoup de choses. Donc, le problème, c'est que les pompes ont atteint leur limite physique. Donc, on va développer au CERN un matériau qu'on appelle le getter, qui est ici. Et ça va un peu fonctionner comme du papier tue-mouche. Vous savez, la mouche, si elle s'approche un peu trop beaucoup, elle colle, mais elle peut repartir. C'est un peu le même principe. Ce matériau va attirer les molécules restantes à l'intérieur, qui sont à très faible vitesse, voire à aucune vitesse, ils sont statiques. Il va attirer ces molécules et les attirer sur le bord. Il ne va pas les retirer du tuyau, mais il va garantir qu'au centre du tuyau, on a 10-13 atmosphères. 10 fois plus vide qu'à la surface de la Lune, c'est l'équivalent du vide que vous avez dans le système solaire. C'est très vite. Alors maintenant, il faut quand même se dire qu'on a quelque chose d'extrêmement vide ici. Alors vous imaginez la pression extérieure. Et juste autour, on a de l'hélium qu'on a dû surpressuriser pour arriver à quelque chose de liquide et à 1,9 degré Kelvin. Donc vous n'êtes quand même pas dans un environnement génial. Hein. Il faut se rendre compte qu'on met des choses, c'est un peu mélanger l'eau et le feu, c'est pas idéal. Puis vous avez encore plus vite ici. Tout ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que les fuites, il faut les éviter absolument. Aucune fuite n'est possible. Autre petit problème, ceci, ça pèse un certain poids, ça pèse 27 tonnes sur 15 mètres. Alors ces 27 tonnes, il faut bien les poser sur quelque chose. Au début, vous avez un pied ici, qui permet de les poser. Voilà un de ces pieds. Relativement léger comparé au câble tout à l'heure. Non, relativement, mais pas si léger que ça. Plus vous mettez de pieds pour soutenir la masse froide, et plus vous avez un risque d'échange thermique entre l'extérieur et la masse froide. Donc il faut limiter. Et bien nous, on a décidé qu'il n'y avait que 3 pieds sur la longueur de l'aimant. Ça veut dire qu'un pied comme ça supporte 9 tonnes. Il doit être extrêmement stable. Alors, inutile de vous dire qu'il ne s'est pas fixé fermement. C'est-à-dire que si vous prenez l'aimant et que vous le bougez comme ça, ce qui va se passer, la masse froide, elle va se détacher, elle va simplement glisser dans le tube. Donc tous les aimants doivent être manipulés avec beaucoup de précaution, c'est très fragile, horizontalement. Et on a dû creuser un puits spécial pour descendre tous les aimants du LHC horizontalement dans un puits plus long de large. Ça veut dire que vu que ça coûte de l'argent, on n'en a qu'un. Donc certains aimants ont dû faire 13 km pour arriver à leur position définitive d'installation. Tous les petits soucis, pas beaucoup de physique hein, pour l'instant, il y a de l'ingénierie, de la logistique et du cauchemar. Mais ça va suivre. Donc ici on a une coupe d'un dipôle et vous voyez bien les deux pôles magnétiques part et d'autre du faisceau, c'est ceux-là qui vont tourner. Et tous les 3-4 aimants, vous avez un quadrupôle. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? 4 pôles magnétiques. Celui-ci va comprimer, c'est un élément de focalisation, c'est un peu comme une lentille.
qui va recomprimer notre faisceau pour lui donner une bonne forme de temps en temps. Il faut savoir que dans l'intérieur des détecteurs, collisionner les deux faisceaux, c'est aussi précis que de collisionner deux aiguilles à tricoter qui sont tirées par les autres de l'Atlantique. Il faut que ça arrive au sens de l'aiguille. C'est vraiment très très précis, c'est pour ça qu'on a besoin de ces aimants qui vont recalibrer. Vous avez des dizaines, voire des centaines d'autres aimants de temps à autre avec le 12 pôles, 10 pôles, 16 pôles, etc. Tout ça sont des aimants de correction qu'on a par-ci par-là. Mais globalement, vous avez surtout 1232 dipôles et 600 quadrupôles. Ça représente 99% des aimants du lâcher. Autre petit souci, parce que pour l'instant c'était drôle et facile, c'est qu'il faut bien brancher l'électricité sur ces aimants. LHCb, c'est une expérience qui, comme son nom l'indique, elle va analyser un type de particules, les quarks B, et leur antiparticule, l'antiquark B. Une des questions, il y en a beaucoup, mais une des questions auxquelles le LHC essaie de répondre, c'est pourquoi n'y a-t-il plus d'antimatière? On pense que quand vous transformez l'énergie en matière, E égale M, ce qu'on fait dans les collisions de particules, en fait on émet des particules et un nombre équivalent d'antiparticules. Tout comme avec le Big Bang, un point d'énergie pure s'est transformé en particules et antiparticules. Alors quand une particule rencontre son antiparticule, elle disparaît. Aujourd'hui, quand on regarde l'univers autour de nous, il est fait de particules. Et il semblerait que la matière a gagné sur l'antimatière. Où est passée l'antimatière primordiale? Une des explications serait peut-être qu'elles ne sont pas si symétriques que ça. Il y a peut-être une légère différence de comportement entre les deux qui expliquerait pourquoi la matière a survécu plus que l'antimatière. Et c'est une des choses qu'on va observer à LHCb. On va observer issus de la collision les quarks B et les antiquarks B et essayer de voir est-ce qu'on voit une légère différence entre les deux qui pourrait expliquer cette asymétrie, qui pourrait expliquer pourquoi l'antimatière a disparu. Alors, le point de collision se fait là, vous avez le faisceau qui arrive d'un côté et de l'autre. Et cette expérience est un peu différente des autres. Les autres, elles ont souvent la forme d'un cylindre, parce qu'on a la collision et on observe toutes les particules qui vont dans toutes les directions. Or, le quark B et l'antiquark B, ils ont la particularité, c'est d'être émis dans un angle très faible par rapport au faisceau. Ils ne vont pas partir à 90 degrés. Donc, on a fait une expérience qui est plutôt conique. On va regarder les particules qui partent dans un certain angle assez restreint. Comme toutes les expériences, elles ont un but, c'est d'identifier les particules et de mesurer leur énergie. Comment est-ce qu'on identifie une particule? Parce qu'on ne la voit pas, hein, je veux dire, on voit une trace laissée par son passage. Et la manière de pouvoir identifier ce que c'était cette particule, parce qu'il n'y a pas une étiquette dessus, il n'y a pas une couleur dans la ligne, c'est d'utiliser un énorme aimant. Et voici l'aimant de LHCb. On voit des photos de cet aimant avec les gens qui sont assez blancs, enfin debout blancs par de cet aimant. C'est un aimant chaud, c'est un des rares aimants chauds qui n'est pas supraconducteur dans le monde du LHC. Et celui-là, je pense qu'il génère 2,5 Tesla. Pourquoi un aimant? Parce qu'un champ magnétique, ça influence la direction d'une particule. Les particules qui sont chargées positivement vont être courbées dans un sens, celles chargées négativement courbées dans l'autre sens, celles très peu massives, fort courbées, celles très massives, peu courbées. Donc la courbure peut vous donner la charge électrique et la masse de la particule. En gros, elle va vous donner le nom de la particule. C'est comme ça qu'on va pouvoir dire, ah, c'est un quark B, ah, c'est un antiquark B. Ensuite, on a plusieurs couches, des calorimètres, qui vont mesurer l'énergie en freinant les particules, en les absorbant et en générant une couche de nouvelles particules, de photons, qui vont nous donner une mesure précise de l'énergie déposée par la particule. Si vous prenez Atlas, un autre détecteur qui est cylindrique, il a une chambre à trace, un caloromètre électromagnétique, un caloromètre hadronique. Il a les mêmes sous-couches, excepté que c'est dans un cylindre, alors qu'ici c'est dans un cône. On voit ici la maquette. Le point de collision, la détection des traces qui se fait dans ce qu'on appelle le vélo, le vertex locator, l'aimant. Ce qui est marrant, c'est de voir que l'aimant se trouve après la détection des courbes. Oui, parce que le champ magnétique influence déjà les particules ici. Et les différents calorimètres. Le vertex locator, c'est très petit, hein. C'est à côté du point de collision et c'est composé d'éléments comme celui-ci. Vous voyez qu'il y en a plusieurs, un derrière l'autre. Vous avez la ligne de faisceau qui passe exactement ici dans le creux. Et tout ça sont des pixels qui vont déterminer des points. Alors si vous avez plusieurs comme ça, et que vous avez sur un disque un point, vous arrivez à reconstituer une trajectoire en 3D
de votre trace laissée par la particule. Ça, la version anglaise qui se termine. 30 minutes plus tard, la version française. 4 huge detectors take snapshots of each collision up to 600 million per second. Vous avez cassé la foule. In these collisions, energy is transformed into particles, just like in the first fraction of a second after the Big Bang. The study of these data will soon allow us to answer some of the big questions. Will we find the reason why antimatter and matter did not destroy each other completely? Will we understand the primordial state of matter before protons and neutrons formed? Will we find the particles that make up the mysterious dark matter? Will we find the Higgs particle that is responsible for giving mass to all particles? The LHC will bring us closer to an understanding of our universe. Donc la version française, c'est les mêmes images, mais le texte. Vous comprenez le texte là. Dat is dus schrikkelijk van de grootste geweest. Nee, het ging voor de ganz kleine een beetje doorgevlogen. Nee, van de grootste kant, dus kun je de ganze Tisch op de beetje. Dan moet het ganz schnell heel goed. Dan moet je op geest laten. Look at the dish in door. Zo, dat je maakt dat vindt je nog. Hier nog voor erbij geweest. En de Twitter is nog op de site. Mijn like show. Anderhalf euro. Ja.